commencer, j'aimerais remercier Septime pour l'opportunité qu'elle nous permet de vivre ce type d'échange-là. Et je souhaite la bienvenue à tous. Comme l'Arbitre l'a mentionné, je vois qu'il y a des gens de différents pays. Donc, comme le sujet aujourd'hui, il est mondial, donc il va être d'actualité. Je me présente, Denis Julien. Je suis diplômé universitaire en administration des affaires, en gestion des ressources humaines. Je cumule 44 ans d'expériences diverses en gestion par rôle conseil, dont 32 en gestion des ressources humaines puis en processus de travail. J'ai touché à plusieurs activités et depuis 10 ans, je fais de la consultation à l'international en gestion de l'énergie, formation puis apport technique. L'arbitre disait qu'il y avait des gens d'Haïti. En 2011, j'étais cantonné à Haïti pour refaire tout le réseau d'électricité dans le sud d'Haïti. Donc, bienvenue aux gens d'Haïti que je connais bien. Donc, pour débuter, aujourd'hui, le webinaire, je vais vous parler de prévention et gestion et communication de crise avec le fond de la COVID-19 en arrière. J'ai mis pays d'Afrique parce qu'on a tendance à parler de l'Afrique, mais en réalité, on parle de 54 pays et 54 façons différentes de gérer les crises. Et j'inclus les gens d'Haïti aussi là-dedans qui vivent également des crises. Juste un petit instant, ça va. OK. Pour commencer, la définition d'une crise. Qu'est-ce qu'une crise? Une crise, là, c'est une rupture d'équilibre qui entraîne une instabilité. Et ça peut toucher juste un individu jusqu'à la communauté internationale. Et comment ça arrive juste pour un individu? Mortalité, perte d'emploi. Donc, on parle de rupture d'équilibre, instabilité. Pour une communauté, ce serait dans le cas de rituels d'enterrement des morts, que la majorité, il y a plusieurs, pas la majorité, plusieurs communautés africaines ont vécu dans le cas d'Ebola, où ils ne pouvaient pas faire le cérémonial d'enterrer leurs morts à cause des contagions. C'est la même chose avec le COVID-19. On a eu beaucoup de morts ici au Canada. Le rituel d'enterrer nos morts n'est pas encore commencé, donc ça affecte la communauté. Au niveau d'un groupe, c'est conflit entre ethnies, ça crée une instabilité. Pensons en 2013, lorsque le Nigeria a eu un groupe de femmes qui a été enlevé par le groupe de Boko Haram, où il y a encore beaucoup de ces femmes-là qui sont entre leurs mains. Donc, ça crée une instabilité. Pour une entreprise, qu'est-ce qui peut créer une instabilité? C'est un de leurs produits qui fait défaut, qui peut créer une instabilité jusqu'à faire disparaître cette entreprise-là. Mais dans le cas de la COVID, c'est que toutes les entreprises, au moment qu'on se parle, ont été mises sur pause. Donc, on va voir celles qui vont réussir à passer à travers la crise et celles qui sont imaginatives, qui ont commencé déjà à changer leur façon de faire pour pouvoir passer à travers la crise. Et ça nous amène à la communauté internationale. Communauté internationale avec un fonds de COVID-19, c'est ce qui ressort, c'est l'interdépendance des pays dans un contexte de mondialisation. Avec la fermeture des frontières, les pays sont dépendants l'un de l'autre pour la fourniture de matières premières. Et en plus, on voit apparaître un peu le caractère des différents pays. Il y a des pays qui se montrent plus belliqueux que d'autres. Donc, quand on arrive pour la répartition des produits pour la sécurité, comme les masques et les différents produits de matières premières, et même pour certains pays, des produits d'alimentation qui viennent de d'autres pays, tout ce mécanisme de fonctionnement-là vient mettre une situation internationale qui est due au COVID. Lorsqu'on arrive, puis on dit, bon, une crise, bon, là, on a la définition de la crise. Quelles sont les caractéristiques d'une crise? Si on prend comme fond, la toile de fond, la COVID-19, elle était inattendue. Qui aurait pensé aujourd'hui qu'on serait dans cette position-là avec la COVID? Elle crée de l'incertitude. Allons-nous avoir un vaccin? Dans 6 mois, un an et demi, il y a juste le président américain qui croit qu'il va l'avoir d'ici à la fin de l'année. Si c'est le cas, bien tant mieux.
Elle est vue comme une menace pour les objectifs importants. Les objectifs importants, là, l'économie mondiale a été mise sur pause. Et en plus, lorsqu'on regarde dans vos pays, toute la petite économie locale des revendeurs de rue qui est leur survie, avec toute la notion d'isolement. Euh, donc, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc, ça met la menace des objectifs importants et tous les grands projets ont été mis sur pause, incluant les entreprises. Donc, et elle entraîne un besoin de changement. Le besoin de changement, on a parlé de la communauté internationale, c'est sûr que le contexte de mondialisation va changer dans le temps. Donc, ça va amener un changement. Crise, définition, et là, on parle de familles de crise. Quelles sont les familles de crise? On a des crises qu'on appelle environnementales, dans lesquelles on retrouve sécheresse, inondation, invasion des criquets pèlerins, mettez tsunami, mettez tremblement de terre. Donc, ça rentre dans la famille environnementale. Politique et sociale, on retrouve les crises constitutionnelles là-dedans, les relations entre ethnies. Et regardez présentement ce qui se passe aux États-Unis avec l'assassinat d'un noir par les policiers. Donc, depuis 6 jours à peu près, les États-Unis là, sont en continuelle représentation pour contester puis remettre sur l'intérêt public toute la notion du racisme aux États-Unis. Et on retrouve en troisième la notion terroriste. Regardez Boko Haram dans les pays d'Afrique et regardez l'État islamique qui est en train de migrer du Moyen-Orient vers l'Afrique. Une famille de crise technologique. Regardez Samsung lorsqu'ils avaient sorti leur téléphone, le Samsung 7, auquel leur batterie avait une défectuosité et elle passait au feu, à tel point que l'ensemble des compagnies aériennes avaient interdit l'utilisation de Samsung dans leurs avions. Économique, on parle des entreprises et les projets qui sont mis sur pause présentement, donc l'économie est à l'arrêt. Et souvent, le sixième, c'est un mix de familles. Jamais on va avoir uniquement une crise, soit environnementale ou politique. On va toujours avoir un mix. Puis un exemple de ça, si on regarde la notion du COVID, tous les morts que nous avons mondialement, c'est politique et social. La mise sur pause des entreprises touche le volet économique. Le confinement de la population touche le volet politique, social et économique. Et là, on parle juste de la pandémie COVID-19. Mais à ça, souvent dans d'autres pays, on va avoir d'autres crises en même temps. Ne serait-ce que les pays d'Afrique sont touchés présentement par la sécheresse, les pénuries alimentaires, l'invasion de criquets, et depuis les 10 dernières années, une insécurité constante, croissante, qui arrive euh, des, du terrorisme qu'on voit apparaître un peu partout. Donc, une crise n'est jamais seule, c'est toujours comme un ensemble. Crise, on parle également d'un cycle. Une crise, ça a un cycle de vie. Et le cycle de vie commence lorsque vous regardez l'état d'équilibre du départ avant la crise. On a un état d'équilibre qui existe. Arrive le déclenchement de la crise en deux, ou le déclenchement de la crise, si on se ramène dans le cas de la COVID, le 17 novembre en Chine, c'était le déclenchement. Et en trois, lorsqu'on regarde, la montée de la crise, c'est lorsque l'Organisation mondiale de la santé a décrété que c'était une pandémie mondiale. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que soit qu'on se dirige vers une rupture d'équilibre, parce qu'on a dit que la crise, c'est une perte d'équilibre, ou on se reprend en main pour faire une inflexion et trouver des solutions pour gérer la crise.
Présentement, l'ensemble des pays sont à l'étape 5 parce qu'on a fermé les frontières, on a mis l'économie sur pause, on a fait la distanciation sociale et on a mis plusieurs moyens en cours pour justement pas se rendre à la rupture d'équilibre. Et on le voit dépendamment des pays. Un exemple, la Corée du Sud a pris en main très rapidement la fermeture des frontières, la distanciation sociale et a freiné la montée de la mortalité. Donc, eux sont plus à la fin de la courbe. Donc, l'ensemble des pays présentement, on se situe à ce niveau-là. Et on vise s'en aller vers le point 6, qui est la normalisation relative par l'implantation des changements, pour arriver à ce qu'on appelle un nouvel équilibre. Et je dis bien nouvel équilibre parce que l'équilibre du départ et le nouvel équilibre va être différent parce qu'il va y avoir eu beaucoup de changements qui vont avoir lieu. D'ici à ce qu'on trouve le vaccin, il va y avoir des nouvelles façons de faire. L'Arby me mentionnait tout à l'heure, on va réouvrir les frontières. Comment on va réouvrir les frontières? Tout ça, là, ça va faire partie du nouvel équilibre. Et lorsqu'on va revenir à une certaine normalité du nouvel équilibre, ce qu'on appelle le temps de cycle de la crise, c'est le point de départ qui était novembre 2019 en Chine jusqu'à un nouvel équilibre mondial. Le temps que ça va avoir pris pour arriver à là, c'est le temps de cycle de la crise de la pandémie qu'on va pouvoir dire à la fin. Donc, on a vu définition de la crise, les critères et les familles de crise. Je vais vous présenter un processus qui est le processus canadien de gestion de crise et des situations d'urgence, parce qu'ici au Canada, nous, on a une législation qui oblige les différentes organisations à avoir des plans de mesures d'urgence. Et ça se fait, le plan se fait en 3 temps et 4 mouvements. Le premier temps, c'est avant une crise, c'est tout l'aspect à être proactif dans lequel on fait l'atténuation et la préparation. On va voir tout à l'heure en quoi ça consiste. Et ce qui est important dans l'atténuation, c'est toute la notion de gestion de risque. Et ceux qui sont habilités à faire des gestions de projet, vous allez voir la gestion de risque en situation de crise, prévention de crise, c'est la même chose. Et le deuxième mouvement, c'est pendant la crise. Si on s'est bien préparé avant, pendant la crise, tout devrait se dérouler relativement normal. Et là, on peut mettre l'accent à ce moment-là sur tout l'aspect communication. Et vous allez voir que dans l'aspect communication, il y a l'aspect communication traditionnel avec les relations de presse. Et aujourd'hui, il faut composer avec des nouvelles tendances qui est le web. On va le voir un petit peu plus tard. Et le troisième mouvement, qui est le après, après la crise. Qu'est-ce qu'on fait après la crise? Et c'est là qu'on voit les organisations qui ont passé à travers la crise, si elles sont réflectives, dans le sens que, qu'est-ce qu'on a appris de la crise? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les futures crises, que ça aille mieux? Donc, si on revient, on est dans la partie avant, premier mouvement qui s'appelle l'atténuation. Dans l'atténuation, il y a 6 activités. Première activité, c'est l'identification des risques et les situations critiques potentielles. Donc, vous regardez la crise que vous voulez gérer, quels sont les risques que vous rencontrez. En deuxième, vous évaluez les risques, vous regardez ceux qui sont le plus probables, qui vont avoir le plus d'impact. C'est exactement la même façon de faire qu'en gestion de projet. Et en troisième lieu, vous examinez les pires cas. Et c'est toujours dans le but d'éliminer les risques. Ceux qu'on est pas capable d'éliminer, on va les prévoir, on va étudier les situations antérieures. Donc, dans le cas de la COVID-19, les pays africains qui ont vécu l'Ebola partent déjà avec une longueur d'avance sur la notion de confinement, la notion des points stratégiques où ils doivent mettre des contrôles pour isoler les gens,
tester les gens. Donc, et quand on dit analyser les situations antérieures, c'est de regarder ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, et de passer. Le cinquième point, on parle de prévoir les experts et d'identifier l'expertise requise pour les crises probables. Ça, les experts, dans le cas de la COVID, on va parler de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cas des pays africains, vous avez vos organisations de santé dans vos pays et vous avez des ONG qui s'occupent également de ça. Et vous faites intervenir également Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Dans un contexte d'Ebola, c'était localisé dans certains pays, donc la majorité de ces supports-là étaient axés à ce pays-là. Aujourd'hui, le problème est mondial. Donc, on parle de partage de ces ressources-là. Lorsque vous faites vos plans, vous devez tenir compte de ce risque-là parce que l'expertise requise risque de ne pas être au rendez-vous lors d'une crise. Donc, ça rentre également dans la notion de gestion du risque. Du coup que ça c'est fait, il reste à établir les mécanismes de surveillance. Vous avez identifié vos risques, vous en avez éliminé. Ceux qui ne sont pas éliminés font partie d'un tableau de suivi. Et dans ce tableau de suivi-là, vous regardez s'il évolue et s'il y a également des nouveaux risques qui arrivent. Donc, il faut les rentrer dedans et en tenir compte. Et ça devient un élément qui est vivant. Ça, c'est la partie atténuation. On arrive dans le deuxième mouvement qui est la préparation. La préparation, là, c'est se préparer à intervenir efficacement lors d'une crise. Donc, on connaît nos risques, on les a atténués. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce volet-là? Il y a 5 blocs. L'élaboration de plans d'opération et de plans de communication. La formation d'équipes d'intervention, ce qu'on appelle communément cellules de crise. La désignation des partenaires ou des parties prenantes. Vous voyez, c'est le même langage qu'en gestion de projet. L'établissement des systèmes et un point important qui est toujours escamoté en gestion de crise, c'est un coup qu'on a fait des plans, qu'on a donné des ressources, on a identifié des ressources, on a légitimé les ressources à passer en action. Il faut faire la formation et mettre les plans en essai. Un bel exemple de ça, si vous faites un plan d'évacuation de bâtiment et que vous le mettez dans les tablettes et que vous ne l'avez pas essayé, il va arriver une situation d'urgence et les gens ne sauront pas quoi faire parce que ça n'aura pas été testé. Donc, préparation et formation et mise à l'essai des plans, très important. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un plan d'opération ou plan de contingence appelé comme... Il y a plusieurs noms. Lorsqu'on regarde la littérature, il y a plusieurs noms. Ce qui est important, là, c'est un plan qui permet de retrouver quelle est la situation qu'on veut gérer. Quel est l'objectif général pour régler la situation? Quels sont les objectifs spécifiques pour atteindre l'objectif général? Et ça va nous permettre, après ça, d'identifier les moyens requis, qui sont les responsables et quel est leur niveau de légitimité pour passer à l'action, les échéanciers qu'on se donne, les ressources, où sont les ressources, combien de ressources que ça prend, et les résultats qu'on va atteindre, parce qu'n'oubliez pas qu'à la fin, on a parlé qu'on veut apprendre et être réflectif, s'assurer qu'on fait la réflexion de dire qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a fait les bonnes choses, et si on a à le reproduire, comment on le fait. À votre droite, vous voyez le plan national de préparation d'intervention en cas de pandémie de grippe qui a été fait en mars 2014 pour le Burkina Faso. Si vous allez dans le web, vous allez voir également la Guinée a un plan multirisque. Donc, ça vous donne un exemple de ce qu'on retrouve dedans pour rejoindre les objectifs qu'on mentionnait. On vient de parler du plan d'opération. On parle de plan de communication parce que ce qui est important, c'est que dans le plan de communication, on va retrouver la stratégie en soutien au plan d'opération. Et c'est à cette étape-là qu'on va également désigner un porte-parole.
Présentement, au niveau du Canada et de la province de Québec, on a le premier ministre du Canada qui fait une conférence de presse à tous les jours qui donne l'état de la situation. Donc, c'est le porte-parole pour le Canada. Et pour la province du Québec, on a le premier ministre du Québec qui fait exactement la même chose, accompagner des gens de la santé et il applique la stratégie qui s'est donnée pour les différents auditoires parce que vous allez voir, un coup qu'on a désigné notre porte-parole, quels sont les auditoires qu'on va atteindre et quel discours qu'on tient. Puis, ce qui est important aussi, c'est le discours, il faut l'adapter à nos auditoires. Donc, les auditoires, ça peut être le gouvernement, ça peut être la population générale, les, les différentes ressources de son organisation, parce que vous allez avoir des gens qui vont intervenir terrain. Donc, c'est important de les tenir au courant, où on en est rendu, ça va bien, qu'est-ce qui s'en vient, et pour qu'ils soient toujours en alerte. Vous avez les scientifiques, les médias spécialisés, les ONG, les secteurs privés et les bailleurs de fonds parce que là, on sait qu'on a mis les projets sur l'Atlas, donc c'est important de les tenir informés. Et en quatrième lieu, les installations et les besoins de formation. Le quatrième point, dans la littérature, vous allez voir, il peut être aussi bien dans le plan d'opération comme dans le plan de communication, mais on le retrouve majoritairement dans les plans de communication. C'est là qu'on voit les installations et les besoins de formation pour que tout ça soit opérationnel. On a parlé de la cellule de crise. Pour qu'une cellule de crise soit efficace, elle doit remplir 4 fonctions. Comprendre la crise, la diagnostiquer, avoir le pouvoir, je dis bien, avoir le pouvoir de décider et avoir le pouvoir d'agir. Donc, ça prend des gens qui sont opérationnels, qui n'ont pas besoin à remonter toute une grande ligne pour aller chercher un niveau d'approbation, parce qu'en situation de crise, le temps se comprime, puis il faut agir vite. La désignation des partenaires, c'est l'établissement des contacts entre les instances gouvernementales, les responsables et les organisations, les ONG, Médecins sans frontières. C'est tout ce volet-là qu'on retrouve là-dedans. L'établissement des systèmes, on retrouve là-dedans les infrastructures, les camps où on va isoler des gens, les endroits où on va tester les gens, les technologies qu'on va utiliser et les ressources humaines qu'on a besoin. Puis les ressources humaines, il y a toujours là-dedans infrastructure, technologie et ressources humaines, la notion de gestion du risque, parce que dans vos infrastructures, si on contamine des infrastructures, il faut en mettre ailleurs. Donc, il faut que ça soit prévu. Technologie qui fait défaut également, et les ressources, il faut tenir compte qu'il va y avoir beaucoup de ressources qui vont tomber en cours de route, qu'il faut les remplacer. Donc, ça fait partie de toute cette planification-là également. Et le cinquième point, comme je le mentionnais tout à l'heure, la formation et la mise à l'essai des plans. Ça va? Donc, si dans le premier mouvement, qui est le volet proactif, on a bien fait l'atténuation et la préparation, on arrive dans le deuxième mouvement où on est en situation de crise. Et là, c'est le mouvement où on va voir toutes les actions que ça va prendre pour s'assurer que la crise n'aura pas de conséquences graves. Et à cette étape-là, on est dans la crise. Donc, on va faire l'évaluation de la situation. On va activer la cellule de crise. La cellule de crise, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va activer le plan opérationnel et le plan de communication. Ça a été fait en amont. Elle va regarder la crise et elle va faire le delta entre ce qui a été planifié et le réel, et elle va faire les ajustements. Donc, quand on parlait de comprendre, diagnostiquer, décider et agir, ça va rentrer dans ce cadre-là et ça va passer, comme je vous disais, par le delta entre ce qui s'est planifié et la crise réelle qu'on vit. Si tout le travail a été bien fait,
Ça va être important lors de la crise, tout l'aspect relation avec les médias. Il faut considérer que les médias, et lorsqu'on regarde les médias, la majorité des médias sont indépendants. Donc, il faut s'assurer qu'on travaille avec eux. Si vous avez des médias où l'État contrôle les médias, c'est comme plus facile, mais il va y avoir un aspect de crédibilité. Ça va dépendre des stratégies de communication pour que la population trouve le message crédible. Si les médias sont indépendants, puis que les cellules de crise travaillent bien avec les médias, ça permet de passer ce type de message-là aux auditoires cibles. Et en temps de crise, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la communication, c'est un exercice d'équilibrisme et très complexe. C'est facile en temps réel de faire un faux pas. Un coup qu'on s'est dit ça, qu'on a parlé des médias traditionnels, aujourd'hui, dans notre réalité de tous les jours, c'est du moment qu'une personne a un téléphone intelligent entre les mains, devient un journaliste potentiel et il peut capter et envoyer différentes informations. Donc, par les réseaux Internet, l'impact d'Internet peut se situer à trois niveaux. Elle peut engendrer une crise. Puis un exemple de ça, rappelez-vous l'avion qui a été abattu au-dessus du territoire iranien où l'Iran, l'automne passé, disait qu'elle n'avait rien à voir là-dedans. Et quelques jours après, on a vu apparaître une vidéo où on voit un missile partir du sol, aller atteindre l'avion, qui a obligé l'Iran à admettre que c'était parti de chez eux. Donc, ça a engendré la crise au niveau de l'Iran. Donc, vous voyez, c'est une situation comme ça. Elle peut l'amplifier. Comment Internet et les réseaux sociaux peuvent amplifier une crise? Regardez ce qui s'est passé au printemps arabe de 2011, où les mouvements populaires ont fait boule de neige et qui ont fait bouger les différents types de gouvernements. Et peut également aussi réduire une crise. C'est ce qui se passe présentement au Québec, c'est que la cellule de crise utilise beaucoup les artistes ou des gens qui sont leaders d'opinion pour faire des messages sur le web, comme quoi que ça va bien aller, euh, inciter la distanciation sociale, inciter à l'utilisation des moyens de prévention, et ça fonctionne très bien. Donc, ça atténue et ça fait passer toutes les mesures qui sont mises en place pour arriver à pouvoir déconfiner parce qu'on est en contrôle de la crise. Donc, vous voyez, ça se situe, ça peut l'amplifier, ça peut l'engendrer carrément et comme ça peut la réduire. On arrive au dernier mouvement. On avait préparé la crise le avant. On vient de passer à travers de la crise. La crise est terminée. On est dans l'après. Donc, c'est l'étape qui consiste en action suite à la crise. La crise est terminée. Dans le temps de cycle, on est à l'étape 6. Et ce qui va être très important, c'est de faire une déclaration officielle de la fin de crise. Présentement, la Chine l'a fait. Et différents pays l'annoncent, mais il faut être extrêmement prudent parce qu'on n'a pas encore de vaccin. Mais lorsque le pays va décider que la crise est terminée, c'est important de faire une déclaration officielle. Ce qui va être important également, c'est le maintien des contacts avec les médias et les partenaires, rendre compte des progrès réalisés. Et une autre étape qui est très importante, c'est le soutien des employés qui ont été actifs tout le long de la crise, qui ont participé parce qu'ils vont être en état de fatigue. Et il y a présentement, ici au Québec, je regarde la cellule de crise du premier ministre. Chaque jour, dans son point de presse, fait de la reconnaissance aux différents intervenants en situation de crise. Et c'est très porteur de faire ce type de reconnaissance-là. Et le dernier point, c'est l'apprentissage
des leçons apprises. C'est là qu'on va voir une organisation qui apprend de ses expériences ou qui va reproduire toujours le modèle de catastrophe, puis on ne s'en sort pas. Donc, la notion des leçons apprises, car une crise n'est jamais terminée. Les gens d'Haïti le savent très bien, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans en janvier 2020 qu'il y a eu le tremblement de terre. Et depuis janvier 2020, on fait le bilan où sont passés les argents qui ont été alloués. Est-ce que les infrastructures ont toutes été reconstruites? Est-ce qu'on est à l'étape où on aurait dû être aujourd'hui? Donc, il y a toujours un niveau de questionnement, ne serait-ce qu'une date anniversaire qui va arriver où on va dire voici la première année de la COVID-19 et donc on a toujours à apprendre parce qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'histoire, n'oublions pas que dans un contexte de mondialisation, les choses vont changer et on va voir apparaître des changements où les pays vont vouloir être moins dépendants l'un de l'autre sur des biens essentiels. Donc, on va voir des changements dans la mondialisation. Ça m'a permis de passer à travers le processus. On le fait dans l'espace d'une demi-heure. C'est une formation qui rentre dans le séminaire qui est communication publique, plan de communication et gestion de crise, qui est un séminaire de 2 semaines. Donc, c'est évident que je vous ai comme donné les grandes lignes. J'espère que j'ai su solliciter votre intérêt. Et en conclusion, j'aimerais juste vous dire, en revoyant l'histoire de l'humanité, on constate toujours que la catastrophe et la désinformation vont de pair. La COVID-19 est un ennemi commun à toute l'humanité. Faites juste regarder présentement ce qui court sur le web, sur les fake news, la technologie 5G qui a créé la COVID-19. Donc, il faut en prendre et en laisser tomber. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne sortie de crise sans trop de dommages et je laisse la parole à Jean-Claude pour les questions. Merci. Bonjour à tous. Merci, Denis, pour ta présentation. Et puis, salut à tous les participants. Je vois qu'il y a déjà quelques questions pour toi, Denis. Alors, la première question nous vient de Brigitte Alima Mantota qui nous demande ou qui te demande si on peut connaître les enjeux d'une crise environnementale. Oui, toujours. Je disais dans ma présentation, c'est inattendu. Dans le cas de crise environnementale, lorsqu'on parle de sécheresse, on le sait que dans plusieurs pays d'Afrique, ça arrive régulièrement. Des inondations, on le sait, les impacts, depuis le temps qu'il y a des inondations, on sait les impacts, puis on est capable de prévoir qu'est-ce qu'on va faire pour enlever certains risques. Exemple, je connais le Congo, la République démocratique du Congo. Avant chaque saison des pluies, ils font toujours un nettoyage des caniveaux le long des routes, justement pour que l'eau puisse circuler plus facilement. Et je sais qu'il y a différents pays qui, par expérience vécue, ont fait des points qui vont faire de l'irrigation de rivières, qui vont s'assurer de dérivation. Donc, oui, on peut connaître les enjeux. Et il y a beaucoup de littérature. Je vous conseille d'aller sur le web. Les pays africains sont très généreux de mettre leur information sur le web. Vous allez voir plusieurs plans de mesures d'urgence de différents pays au niveau du web. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense, en tout cas, Brigitte peut nous dire. Dis-moi, si jamais tu as de la documentation, par exemple des plans de contingence comme cela à transmettre, on peut toujours les transmettre avec par courrier après ça, si tu veux nous les faire parvenir, et on les fait parvenir aux participants. Alors, oui, pardon. Juste pour répondre à ça, oui, j'en ai dans le cadre de mes formations, j'en reçois, mais je vais mettre celle en ligne qu'on retrouve sur le web, parce que c'est de l'information d'ordre public qu'on retrouve sur le web. Les autres, il faudrait que j'aie l'autorisation des pays concernés. D'accord, je comprends. Alors, tout ce qui peut être transmis sera apprécié, je suis sûr. Alors, deuxième question, ça vient de M. Isidore Toyi, qui nous demande comme ça, qui te demande, pardon,
toutes les étapes de la gestion de crise sont très importantes. À quelle étape devrait-on donner plus d'importance si on devait prioriser? L'atténuation, qui est la gestion de risque, tout se joue à ce niveau-là, parce que c'est là que vous allez regarder les forces et les faiblesses de votre organisation et vous allez être en mesure, à chaque force et faiblesse, d'identifier l'occurrence et l'impact. Et en faisant ça, vous allez avoir un tableau complet de votre risque qui va vous permettre de faire après ça vos plans. Donc, c'est le premier mouvement, l'atténuation, puis le deuxième mouvement, la préparation. Je vous dirais, c'est les deux plus importants. OK. Merci, j'espère que ça répond. Isidore, sinon, n'hésite pas à nous poser une autre question. Une troisième question qui nous vient de Abakar Mohamed. Et la question est comme telle, à quel moment peut-on déclencher le plan de contingence? OK. Le plan de contingence, il y en a un au niveau de l'atténuation, c'est immédiatement lorsque vous identifiez un risque et vous voulez bâtir un plan opérationnel pour ce risque-là, vous allez faire un plan de contingence pour la gestion de risque. Et après ça, votre plan opérationnel, c'est le plus tôt possible. Vous connaissez vos risques. Ceux qui ont des inondations régulières, ceux qui ont des pandémies, on vit depuis 1987 avec l'Ebola qui revient régulièrement. On l'a vu en 2014. Donc, j'imagine que ces pays-là doivent déjà avoir ça, des plans opérationnels pour gérer ce type de crise-là et ils se doivent de le tenir à jour continuellement. D'accord, ok. Je te remercie. Une question additionnelle de Abakar Mohamed. Dans la plupart des États africains, il existe plusieurs structures de gestion de crise, entre parenthèses humanitaire, protection civile, gestion des catastrophes. Comment mettra-t-on toutes ces structures ensemble pour une meilleure communication? Je vous recommande, la Guinée a fait un plan de multirisque qui touche de la crise constitutionnelle jusqu'à la pandémie avec les différents intervenants. C'est un plan qui est un bon modèle. Il est disponible sur le web. Vous avez juste à taper plan multirisque de la Guinée et vous allez l'avoir. C'est un plan. Sinon, je vous recommande de communiquer avec cette team et je pourrais vous envoyer ce modèle de plan-là. Mais allez sur le web, là, vous allez voir, il y a beaucoup de littérature africaine qui est vraiment adaptée à vos situations, à vous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous allez faire vos plans de communication, la majorité des pays africains ont un certain contrôle sur les médias, ce qu'en Occident, nous n'avons pas. Là. Donc, ça permet d'ajuster vos plans en conséquence. D'accord. Alors, j'ai deux questions en une, et puis je prendrai une autre question qui a été envoyée sur le chat après. Donc, j'ai deux questions en une ici de Senabou Diop Traoré qui nous demande, alors, avons-nous un plan type de gestion de crise? Et en réalité, donc, ce n'est pas très clair, on ne sait pas. Et ici, il précise par la suite, dans le cas de la COVID-19, un plan type, un modèle de gestion de crise mondiale est-il envisagé? La réponse est non, parce que chaque pays a développé une stratégie différente. Si on regarde la Suède n'a pas fait de confinement et elle est présentement à l'étape de confiner certaines situations. Et chaque pays, dépendamment de sa stratégie, est indépendant. Et c'est toujours très difficile pour un pays de mettre le doigt sur le bouton stop pour dire on va mettre l'économie sur pause. La réponse est oui et non. L'Organisation mondiale a donné des grandes lignes et ça devient la responsabilité de chaque pays de gérer ça. Au Canada, comme je vous disais, ça fait partie de la législation, l'obligation canadienne pour les entreprises et les organisations d'avoir des plans de mesures d'urgence. Donc, c'est sûr, lorsqu'il arrive une catastrophe au Canada, on est déjà habilité parce que ça fait partie de notre culture. Donc, chaque pays n'est pas à la même place. C'est dommage. J'ai perdu ton son.
Excuse-moi, je m'étais mis sur unmute. J'ai une question ici à laquelle peut-être tu vas pouvoir répondre. Elle m'apparaît plus politique. Est-ce que le monde va changer après la crise? Grande question. Comment les gouvernements vont-ils s'y prendre pour rendre compte de leur gestion? Et ça nous vient de Georges-Henri Pascal. Euh, c'est sûr que ça va changer. Faites juste regarder présentement la relation entre la Chine et les États-Unis. On a un début de guerre froide entre les deux. Les États-Unis commencent à apparaître comme un pays voyou, belliqueux, qui essaye de centraliser toutes les ressources que la Chine fournit vers les États-Unis. Donc, euh, et juste le relationnel qu'il y a eu entre le Canada et les États-Unis pour la fermeture des frontières, les États-Unis veulent la réouvrir, le Canada non. C'est sûr, sûr, sûr qu'il va y avoir des façons de changer différentes. Et le Canada, pour sa part, a déjà commencé à mettre en place le besoin de s'autosuffire dans certains types d'équipements pour plus dépendre de d'autres pays. Donc, ça va avoir un impact certain sur la mondialisation. OK. Alors, une petite question de Jean-Fritz Henry. Généralement, dans les crises, les ONG viennent avec leurs propres plans qui diffèrent de ceux du gouvernement. Qu'est-ce qu'on doit faire dans de pareils cas? OK. Moi, ce que je vous dirais, si le gouvernement est en contrôle de ses activités, il est légitime de demander aux ONG de s'adapter. S'il n'est pas en force puis qu'il y a des lacunes, je vous dirais, il y a avantage. Ça dépend toujours de la situation. S'il est stable et capable de fonctionner, donc il y a avantage à greffer l'ONG ou l'inverse. Ça dépend toujours de la situation du pays. Mais dites-vous que les ONG, la majorité connaissent très bien l'environnement dans lequel ils vont évoluer. J'entends pas ta question. Excuse-moi. Et je suppose qu'elles ont déjà des relations avec le gouvernement, hein, donc il y a quand même une forme d'harmonisation de toute manière. Alors, écoute, je te remercie beaucoup, Denis. J'ai l'impression que c'est la fin des questions, aussi bien dans le Q&A et dans le chat. Donc, merci à toi, merci de ta présence. Ah, pardon, une dernière qui apparaît, pardon. C'est toujours de Georges-Henri Pascal. Comment les gouvernements auront des comptes à rendre de leur gestion? Ça va dépendre du niveau de démocratie qui existe dans le pays. Un pays très démocratique, je vais vous dire, ici, le gouvernement a déjà commencé à rendre des comptes parce que l'opposition a été plus soft au début de la crise pour permettre de passer à travers la crise. Là, il y a certaines actions qui sont faites. Là, on commence à décloisonner, à remettre l'économie en mouvement. Donc, l'opposition pose beaucoup de questions. Les médias qui sont indépendants posent également beaucoup de questions. Donc, le rendre compte est présentement déjà commencé. Et comme je vous dis, ça va dépendre du niveau de démocratie. J'entends pas. Il y a Hassan Bassirou qui demande si tu pourras mettre en ligne, enfin, si tu pourras transmettre ta présentation. Elle est en ligne. Oui, c'est une chose. Je vais vérifier avec les gens de cette team. La réponse est oui. Parfait, je te remercie. Tiens, encore, Jean-Fritz Henry, une question qui nous vient. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Dans la plupart des cas, ce sont des ONG qui décident. Est-ce que c'est ton opinion? Oui et non. Comme je vous disais, ça dépend toujours de la souveraineté du pays et son niveau d'implication et d'engagement. Et souvent, si le pays est fort, bien organisé, l'ONG va s'associer avec. Si elle sent que le pays n'est pas vraiment organisé, elle va prendre le lit. Il y a un principe, hein, la nature a horreur du vide, elle le comble. Si le gouvernement ne le comble pas, l'ONG va le combler. Parfait, merci de cette réponse. Alors, écoutez, il est temps de mettre fin à ce webinaire. Merci encore mille fois à Denis Julien d'avoir offert cette présentation. Merci à cette team.